avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue à nouveau pour encore un nouvel épisode remixé de leurs histoires de parents. Et là, on va avoir le plaisir de partager l'histoire de Nathan et Amélie. Alors, Nathan et Amélie, c'est une histoire que j'aime particulièrement parce qu'en fait, figurez-vous que on a pris contact parce que Amélie était venue me trouver parce qu'elle n'était pas d'accord avec un truc que je disais en story. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, avec beaucoup de respect, bien entendu, c'est chouette de pas être d'accord, en fait. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Et du coup, elle me disait, ouais, mais nous, on n'a pas trop d'espace pour dire ce qu'on a à dire. Je dis, bah écoutez, très bien, viens, je t'invite. Le micro est ouvert. Et venez raconter ce que vous avez à raconter. Et donc voilà, donc on se retrouve avec ces deux parents qui vont raconter leur histoire. Donc, encore une fois, dans le format à la base de leur histoire de parents, donc enregistrés séparément sur une même chronologie. Et c'est un enregistrement que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait beaucoup de sensibilité. Et, et moi, je trouve qu'il y a vraiment des vécus qui sont hyper intéressants de chaque côté, là aussi. Donc, je vous invite à écouter ce remix qui a été fait par Alice des Belles Fréquences. On va se parler, comme d'habitude, du désir d'enfant, de comment s'est passée la grossesse, des circonstances, comment est-ce qu'on a appris à devenir parent, comment est-ce que tout ça se passe. On va commencer tout de suite avec la première question. Comment t'es venu le désir d'enfant ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, il faut savoir que je suis papa trans. Donc du coup, mon désir d'enfant, il remonte à très, très loin. Dans le sens où j'ai toujours voulu avoir des enfants avant même mon coming out trans. J'ai fait un premier coming out lesbien, je suis pas sûre de l'avoir fait vraiment en vrai, mais j'ai dû l'annoncer peut-être juste à mon père en mode, «C'est comme ça et pas autrement». Donc il y a, ouais, peut-être une quinzaine d'années maintenant et du coup, bah, je me suis posé la question de comment est-ce que ça marchait du coup pour les couples de lesbiennes, et cetera. Donc je me suis beaucoup posé ces questions-là. Quand j'ai fait mon coming out trans, du coup, la question s'est reposée, mais différemment forcément. C'est-à-dire que c'était: est-ce que j'allais porter un enfant ou pas? Est-ce que je m'en sentais capable? Est-ce que ça allait être avec la personne avec qui j'étais? En l'occurrence, j'ai été avec quelqu'un qui voulait aussi un enfant. Les choses ont fait que maintenant on n'est plus ensemble, mais que maintenant avec Amélie, donc ma compagne, on a repris les choses là où elles en étaient. Elle voulait des enfants de son côté aussi, je voulais des enfants. On a repris les choses là où on en était, et maintenant du coup, bah, on a Arthur. Et la grosse question qui s'est posée, c'est comment est-ce que on peut allier la transidentité avec la parentalité? Si je comprends bien, ton coming out trans intervient avant ta relation avec Amélie et avant le projet bébé ? Exactement. D'accord. Le coming out trans intervient quelques mois avant qu'on se mette ensemble avec Amélie. On se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Donc on s'était vus en couple, on s'était vus, on s'était vus évoluer en fait dans la vie et les choses ont fait que, bah, du coup on s'est mis ensemble et qu'on a avancé ensemble vers, du coup, la parentalité. Assez rapidement au final parce que, moi je vais avoir 30 ans et j'avoue que je voulais avoir déjà un enfant avant 30 ans. Donc Ok. on était à peu de choses près de pas y être. D'un point de vue parentalité, en fait, moi, je sais que je voulais porter, mais à partir du moment où j'ai commencé à avancer dans ma transition sociale, j'ai fait mon changement de prénom assez tôt après mon coming out trans. J'ai eu beaucoup de difficultés vis-à-vis de la société, en fait, telle qu'elle me percevait. Et du coup, j'ai renoncé, moi, à porter un enfant, du coup, à ce moment-là, alors que j'ai le corps qui me le permet, en fait. Ça a été une question vraiment de est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que je suis prêt à accepter qu'on me mégenre, qu'on m'appelle madame, que du coup, les médecins soient pas très open sur le sujet? Comment est-ce que ça allait se passer à la maternité, du coup? Enfin, j'étais pas très près, donc du coup, Mhm. le choix s'est porté là-dessus. D'autant plus que, du coup, j'ai avancé, en fait, dans ma transition, le confinement ayant aidé. J'ai commencé à prendre des hormones et j'ai fait aussi mon changement d'état civil. Donc D'accord. du coup, maintenant, j'ai un M sur tous mes papiers, j'ai une carte vitale avec un 1 et du coup, je vis au mieux ma vie. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, la question pourrait se reposer, du coup, sur un éventuel deuxième ou troisième enfant. Enfin, on verra d'ici là où est-ce qu'on en sera avec Amélie, mais deuxième, on aimerait bien, ça c'est sûr. Mais la difficulté qui se pose, c'est la société est faite telle que actuellement je suis reconnue comme étant le père légal d'Arthur. Je suis allée à la mairie, j'ai dit: «Bonjour, je suis, ma conjointe est enceinte».
Donc j'ai fait une reconnaissance de paternité anticipée et tout s'est très bien passé. J'ai donné ma carte d'identité avec un joli M dessus. On m'a dit: «D'accord monsieur, félicitations» et du coup, j'ai un livret de famille où je suis indiqué comme étant le père d'Arthur. Donc la question, c'est maintenant, si moi je porte un enfant, ça va être un petit peu compliqué du coup, enfin c'est du cas par cas, ça a jamais été vu. C'est-à-dire que, il y a des limites, qui ont été posées par la société. Avant, pour pouvoir faire un changement d'état civil, il fallait absolument être stérilisé. Donc ça, c'est plus passé, enfin c'est plus le cas depuis 2016-2017. Mais il y a toujours une, stérilisation administrative, en fait. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant qui a un M sur ses papiers, bah, sera reconnu soit comme la mère, soit devra passer devant un tribunal, soit devra adopter son enfant. Il y a tellement de cas de figure et de possibilités que c'est vraiment, c'est complexe comme question, en fait. Mais du coup, on a fait ce choix-là de c'est Amélie qui porte et moi qui suis le papa et du coup, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que je pouvais avoir mon rôle de père vis-à-vis de ce petit bout, du coup, que je ne portais pas et voilà. Je me suis toujours projetée, en tant que maman, je me suis toujours projetée avec des enfants. Moi, j'ai grandi dans une famille recomposée, donc j'ai une grande fratrie, même si on n'est jamais tous en même temps au même endroit. Donc ça a toujours été, acté qu'à un moment, j'aurais des enfants. Donc la seule question, c'était avec qui et comment. J'ai eu une très longue relation, avec une femme au moment à peu près des débats sur le mariage pour tous. Et du coup, déjà rien que là, donc moi j'étais bébé, hein, c'était quoi? C'était 2012-2013, donc j'avais 18-19 ans. On se battait pour avoir le droit d'avoir des enfants. C'était acté que j'en aurais. Enfin, j'ai pas gâché mes études à aller faire des manifs et me battre sur le terrain pour, au final, ne pas l'utiliser. Il y en a plein qui se battaient en sachant qu'elles voulaient pas d'enfants derrière, mais en l'occurrence, moi, je me battais parce que je savais que j'en voulais. Alors, excuse-moi, j'ai une question maladroite qui me vient à l'esprit. Tu me dis si tu OK de répondre ou pas. Pour le coup, tu es une lesbienne En couple avec qui un est en homme. couple avec un homme. Ouais, je sais, je fais chier le monde d'une manière générale. Ouais, il y a pas de consensus, sur cette question-là. Il y a plein de mecs trans qui ne supportent pas que, leur meuf s'identifie comme lesbienne parce qu'ils disent: «Bah non, tu es avec un mec donc tu es hétéro». Moi, je ne suis pas hétéro. Ah non? Nine? OK. Je suis lesbienne parce qu'au-delà de, mon orientation sexuelle, c'est aussi un positionnement, politique. C'est une conversation qu'on a beaucoup eue parce que je voulais pas le blesser, mais en même temps, je voulais pas non plus renier qui je suis, quoi. Et ça lui va très bien. Même lui, souvent, il fait la blague en disant moi, je suis pas hétéro, je suis gouin. Enfin, en fait, c'est assez intéressant de voir que même lui, même s'il s'identifie comme homme et c'est un homme sans l'ombre d'un doute, je pense qu'on s'est tous les deux beaucoup projetés dans une maternité lesbienne. Et la maternité D'accord. lesbienne, c'est pas la maternité hétéro parce que on est deux parents qui peuvent porter l'enfant. Et c'est en ça, je trouve qu'on peut pas dire qu'on est hétéro parce qu'on n'a pas du tout le vécu hétéro parce qu'on est deux parents qui auraient pu porter l'enfant et qui ont dû faire le choix de qui le porte. Et donc en ça, on se retrouve beaucoup dans le vécu lesbien. Et je sais que c'est pas le cas de tous les. Enfin, je sais qu'il y a des mecs trans qui n'envisagent pas du tout de porter, c'est hors de question. Et très très bien pour eux. Et du coup, eux se rapprochent peut-être plus du vécu hétéro, mais nous c'est pas le cas. Donc moi j'ai été mariée et avant de me marier j'ai été fiancée et quand j'étais fiancée j'ai rencontré Nathan et qui s'appelait pas Nathan à l'époque, qui Ouais. avait pas du tout fait sa transition et d'ailleurs je sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas moi il me l'a dit, donc ça se trouve il me ment pour me faire plaisir, mais j'ai été une des premières personnes à lui parler de ce que c'était en fait la transidentité parce que j'étais dans le milieu queer parisien, que j'étais dans des assos et donc que je connaissais le sujet, je connaissais des personnes concernées et tout. On était en colo, il était directeur, il m'a recruté en dernière minute et on s'est vraiment très très bien entendu. Mais j'étais extrêmement fiancée, extrêmement fidèle, donc il s'est rien passé. Mais du coup, mon point, c'est que je pense sincèrement que je suis tombée amoureuse de Nathan avant sa transition en fait. J'étais déjà D'accord. amoureuse avant que lui se questionne là-dessus. Ensuite, je me suis mariée, on a divorcé et en fait, sa transition a rien changé à ce que je ressentais déjà pour lui en fait. En même temps, moi, ça m'a beaucoup questionnée parce que je me disais, mais du coup, est-ce que je peux continuer à me dire lesbienne parce que vraiment, c'est hyper important pour moi de me dire Ouais. lesbienne. Et je sais qu'il y a plein de personnes hétérosis qui ne comprennent pas ça et en même temps, je sais qu'il y a plein de personnes queer qui comprennent exactement ce que je veux dire. Surtout que j'ai eu un engagement politique via les assos et tout ça. Et du coup, il y a un côté où, en fait, oui, j'ai envie de faire chier le monde. J'ai envie de leur montrer que leurs cases, elles vont pas, que leur montrer que on n'a pas envie d'être discret dans notre coin en mode non, non, mais on rentre dans la norme, vous inquiétez pas, parce que non, en fait, on veut changer le monde autant qu'on peut et avec les moyens et l'énergie qu'on a sur plein de sujets. Quoi. Mais
c'est toutes ces questions de mais pourquoi est-ce que toi t'aimes les filles et toi t'aimes les garçons, et pourquoi toi tu te sens fille et pourquoi toi tu te sens garçon, et pourquoi toi t'aimes les filles mais en fait t'es amoureuse d'un garçon trans. Et en fait, on n'a toujours pas trouvé la source de l'homosexualité, par exemple. On n'a toujours pas trouvé la source du genre. Et du coup, nous, on doit vivre nos vies en sachant qu'il y a cette espèce d'inconnu de on ne sait pas trop pourquoi on ressent ce qu'on ressent. Et sauf que nous, on nous pose la question de pourquoi est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent, alors que vous, on vous la pose moins. Et donc, on fait avec, quoi. Déjà, il a été question de qui porte. Donc, si c'était lui qui portait, on était obligé de passer par une PMA qu'on appelle artisanale, donc avec donneur connu ou non. Et quand il a été question que ce soit moi qui porte, vu que je suis grosse, la PMA, ça allait être compliqué aussi. Parce qu'ils sont hyper chiants sur l'IMC, tout ça. Et finalement, on a décidé de choisir un donneur. Ensuite, c'est posé la question de quel donneur on prend. Donc, si on voulait un donneur connu ou pas connu, donc imaginons qu'on parte sur un donneur connu, au pif. Il pourrait, par exemple, se poser la question de est-ce qu'on veut un... Et la question pouvait vraiment se poser comme ça. D'avoir un donneur qui resterait dans la vie de l'enfant. Et quelqu'un dont on pourrait dire bah oui, c'est lui ton donneur en fait, et c'est un non-sujet. Voilà, c'est juste que papa et maman avaient la même graine et qu'il nous fallait 2 graines différentes pour faire un bébé, et que du coup, cette personne qui t'aime très fort a décidé de nous aider en nous filant sa graine. En théorie, c'est illégal. C'est illégal. Personne n'a jamais été poursuivi pour ça, en vrai, parce que on n'est pas non plus sur du don d'organes vendu au marché noir. Enfin, ça va, quoi. C'est-à-dire que concrètement, si j'avais couché avec le donneur d'Arthur, personne n'aurait rien pu dire. La seule différence, c'est qu'on n'a pas couché ensemble. Mais bref, donc c'est quand même des questions qu'on a dû se poser. Mais je sais pas comment dire. Il y avait ce côté où nous, on s'est toujours projeté dans une maternité ou une parentalité où on allait devoir se poser ces questions, en fait. Enfin, on a tous les deux fait un coming out lesbien relativement jeune. Donc, toute notre vie d'adulte, on savait que si on voulait être des enfants, il faudrait se poser ces questions-là. Donc, on se les a posées assez naturellement. Et en l'occurrence, on était tous les deux dans des relations assez importantes, quoi, et solides. Et donc, c'était des questions qu'on avait déjà eues avec d'autres gens. Donc, du coup, on a juste mis en commun les réflexions qu'on avait eues avec d'autres gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui collaient. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de sauter le pas relativement vite, vu que ça faisait 2 ans qu'on était ensemble quand on a commencé les essais. Est-ce que ça arrive rapidement, pour le coup, la grossesse? Franchement, assez, ouais. On a eu vachement de chance. On a commencé les essais pendant le 2e confinement. Le premier essai, on pense qu'il y a eu une nidification et ensuite, ça a pas tenu parce que Amélie est quelqu'un qui a vraiment des cycles très, très, très réguliers. Enfin, genre, c'est comme du papier à musique, c'est vraiment aucun doute. Et là, pour la première fois de sa vie, elle a eu du retard dans ses règles. Donc, du coup, on s'est posé la question. Elle a fait un test de grossesse. En l'occurrence, il était négatif. Le soir même, elle avait ses règles. Mais elle avait d'autres symptômes qui étaient développés aussi, en mode des nausées matinales, etc. Donc, la question s'est vraiment posée dès le premier essai. 2e essai, ça n'a pas fonctionné du tout. Et ça, on l'a su tout de suite. Et 3e essai, c'était un peu l'essai le plus random. C'est-à-dire que si c'était l'essai qu'on n'allait pas faire, c'était celui-là. Par manque de temps, parce que c'était compliqué d'un point de vue organisation. Enfin, et on a décidé quand même de le faire en mode, allez, on essaye quand même un peu à l'arrache. On l'a fait, tout en sachant tous les deux que c'était juste histoire de dire qu'on essayait. Et en l'occurrence, bah, c'est celui qui a fonctionné. Un des premiers trucs qui nous a fait nous poser la question, enfin, en tout cas, moi, qui m'a fait me poser la question, ça a été un soir où on fumait une clope sur notre balcon et elle me dit: «Putain, j'ai envie de merguez». Le truc qui sortait de nulle part, mais complètement de nulle part. Et je me suis dit: «C'est quand même bizarre, il est genre 2h du mat. T'as une envie de merguez comme ça», enfin, je lui ai pas dit du coup, mais c'est vrai que c'était assez étrange quand même comme sensation, et du coup, je me suis dit: «OK, on va laisser couler, de toute façon, c'est impossible que cet essai-là ait fonctionné». En vrai, enfin, genre, les autres essais, c'était tous les jours pendant la période d'ovulation. Là, on l'a fait une fois parce que c'est la seule fois où on pouvait le faire pendant le cycle. Enfin, très clairement, c'est impossible que ça ait fonctionné. Bon, et ensuite, il y a eu un retard de règles et là, du coup, elle a fait un test et on n'y a pas cru. Et en vrai, j'aurais tellement adoré faire une annonce que j'aurais pu mettre sur Insta où je le fais chialer et tout, mais la vérité, c'est qu'il était derrière la porte des toilettes pendant que je faisais le test, à trépigner, en mode vise bien. En plus, on avait des potes à la maison ce soir-là et on était là juste qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent, parce que
j'avais un jour de retard sur mes règles et que on voulait pouvoir faire le test et qu'on voulait pas attendre le lendemain matin, donc on voulait le faire ce soir-là. Et donc, bref, j'ai pas du tout pu faire une annonce. En plus, je sais pas si j'aurais réussi à garder le secret de toute façon. On a vu le test. On a vu la première barre de test qui dit que le test est fonctionnel. Et il y avait un truc hyper léger, mais vraiment très léger sur le test. Et on se dit, non, il est défectueux, c'est pas possible. Très drôle quand même comme moment parce que du coup, on a appelé une de nos meilleures potes, qui est la marraine du petit, qui n'a pas répondu. Du coup, on a appelé la mère d'Amélie en visio D'accord. pour lui montrer, qui a dit: «Je sais pas trop, refaites un test demain, on verra, je sais pas». Et là, notre meilleur pote nous a rappelé pour nous dire: «Mais vous êtes aveugle, le test il est positif. Genre vous avez de la merde dans les yeux, très clairement, ça se voit en fait». Et effectivement, maintenant qu'on regarde les photos, oui, on le voit qu'il y a 2 barres, enfin, juste je pense qu'on ne voulait pas y croire parce qu'on pensait que cet essai-là était vraiment, C'est pas ça. celui qui allait fonctionner. Vous étiez peut-être auto-conditionné à ce que ça fonctionne pas Ah mais et complètement, et je pense qu'on avait renoncé à ce que ça fonctionne pour celui-là en fait, et du coup, ça a fonctionné. Et du coup, dans la foulée, on a prévenu les parents de Nathan et mon père, parce que mes parents sont séparés, le lendemain. Assez vite, en fait, on a eu une petite dizaine de personnes qui étaient au courant que j'étais à 1 mois de grossesse, quoi. Je l'ai pas dit tout de suite à mes frères et sœurs parce que eux, pour le coup, je voulais leur faire une annonce un peu classe et on s'est vraiment donné pour les annonces à mes frères et sœurs. Mais ouais, on n'a pas du tout gardé le secret, ni l'un vis-à-vis de l'autre, ni vis-à-vis de nos familles très proches. comment se passe la grossesse? Mais alors, c'est marrant, je me souviens pas de. Des fois, Nathan, il me parle de trucs et je suis là. Ah bon, je me souviens pas du tout de ça. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il paraît que le premier trimestre a été horrible, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens que j'étais très inquiète. J'avais cette trouille permanente de saigner enfin voilà, d'apprendre qu'il y a un truc qui allait pas, quoi. À chaque fois qu'on décidait de l'annoncer à quelqu'un, enfin, par exemple, je parlais de l'annonce aux frères et sœurs. Mon plus jeune frère, on fait du jeu de rôle ensemble en mode Donjons et Dragons, et du coup, je lui ai écrit un scénario en mode viens, je m'entraîne à écrire des scénarios, et du coup, je lui ai fait jouer le scénario qui se passait dans l'univers d'Harry Potter, et où en fait, il menait une enquête sur un prof qui avait des secrets à cacher, et en fait, le secret, c'était que quand il ouvrait le placard de fin, il trouvait l'échographie, en fait. Et donc, il comprenait que je lui annonçais en fait la grossesse. Et pendant toute cette partie de jeu de rôle, je me disais, imagine on le perd, il faut que je trouve une autre idée aussi ouf quand on recommencera. Enfin, et donc j'étais vraiment dans ce mood tout le temps. Dès qu'on l'annonçait à quelqu'un, je disais non mais c'est débile qu'on l'annonce parce qu'imagine dans 2 semaines en fait il y a plus rien et il faut les rappeler pour dire ah bah non en fait. Enfin, donc ça je me souviens de ça sur le premier trimestre. Et donc, elle est enceinte Et donc elle est et enceinte, et là, comment du ça se coup, passe? commencent les rendez-vous médicaux. On l'annonce du coup à notre médecin traitant, qui est le médecin qui me suit également pour ma transition, qui me suit pour tout ce qui est analyse de sang, et cetera, qui du coup lui prescrit plein de prises de sang, plein de trucs à faire, enfin, vraiment là commence du coup, l'aspect médical de la grossesse, donc qui se confirme par la prise de sang et la première écho. Donc on était en D'accord. stress quand même on était en gros stress jusqu'à la première écho, et où là du coup, l'écho se passe super bien, l'échographie c'était adorable, alors j'ai quand même eu des moments où on m'a mégenrée. On les corrigeait une fois et après c'était fini, sur tout le reste, sur tout le reste de la grossesse en fait, donc franchement ça a été hyper cool. Excuse-moi Nathan, est-ce que tu peux m'expliquer le mot mégenré, s'il te plaît? Mégenrer, c'est quand on genre la personne qu'on a en face de soi du genre opposé au sien. C'est-à-dire que toi, par exemple, je te mégenrerais si je disais de toi «elle», si, je disais que tu étais une fille, Ou si tu m'appelais madame, quoi? ou si je t'appelais madame, exactement. Je pense qu'on a choisi d'avoir les échos dans un cabinet de radiologie en dehors de la maternité qu'on voulait. Je pense qu'à eux, on leur a dit que j'étais trans, à la maternité, en l'occurrence, on leur a jamais dit, jusqu'au jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a fait tout le suivi, du coup, à la maternité où, j'étais considérée vraiment comme le père biologique. Donc mais là, pour le coup, il y a pas eu de mégenrage Non, aucun. et ils te considèrent comme le père. Alors comment est-ce qu'on traite les pères? Comment est-ce qu'on traite les pères? On les traite pas. Ah, On les traite pas. C'est-à-dire que moi, j'ai été le père chiant, genre vraiment. OK. C'est-à-dire que j'avais 1000 questions. C'est-à-dire que je voulais tellement qu'Amélie se sente bien que, je posais beaucoup, beaucoup de questions et je prévenais tout le corps médical en mode: «Moi, je suis papa chiant, en fait, je suis papa relou, je pose plein de questions».
Et du coup, je posais plein de questions. Alors, je saurais plus te dire là exactement ce que je posais comme questions, je les ai plus en tête, mais j'ai ce souvenir-là de je posais énormément de questions sur comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ci, comment est-ce que ça, pourquoi, bref, j'avais besoin de savoir que ça allait bien se passer pour Amélie. Et je me souviens du deuxième rendez-vous avec, enfin du rendez-vous du deuxième trimestre, je crois, avec, la sage-femme de la maternité qui s'est extrêmement mal passé. Elle a pas été sympa, en fait, j'ai trouvé D'accord. avec Amélie et ça, je l'ai extrêmement mal pris. Quand tu dis qu'elle a pas été sympa, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans mes souvenirs, elle a été grossophobe. D'accord. C'est-à-dire qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel, Elle lui a de bah, je crois qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel, du fait que, elle faisait pas forcément d'efforts les efforts qu'il fallait, j'ai plus les souvenirs exacts, mais je sais que ça d'accord, m'avait extrêmement heurtée d'accord. et j'ai pris énormément sur moi parce qu'elle nous suivait jusqu'à la fin quand même. Mmh. Donc du coup, je me suis pas énervée. Je me suis beaucoup énervée après, mais je me suis pas énervée sur le moment. Le troisième rendez-vous s'est mieux passé parce qu'en l'occurrence, bah, il y avait pas de diabète gestationnel. Mais en fait, grosso modo, si tu veux, on nous a annoncé une grossesse compliquée avec, diabète gestationnel obligatoire presque. On aurait un bébé de, 4 kilogrammes à peu près. Enfin, on nous a annoncé tous les trucs, qui ne se sont pas passés en fait, puisqu'il n'y a pas eu de diabète gestationnel et on a un petit bout qui est né à 2,9 kg. Pour la petite anecdote, à la première écho, on a fait des paris avec l'échographiste, qui nous a demandé: «Est-ce que vous avez envie de savoir du coup le sexe de l'enfant?» Parce que je peux le savoir à 90 avec, un truc spécifique qu'elle nous montre au niveau de la nuque ou je sais pas trop, enfin, ce qui allait être la nuque, ou je crois que c'est à cet endroit-là et du coup on lui dit: «Oui, allez on y va». Et elle nous dit: «Bah, à 90 ce sera une fille». Donc nous, on se projette. On l'appelle par le prénom du coup, qu'elle aurait dû avoir, enfin genre pendant tout un trimestre vraiment, on se projette énormément dans le fait que ce serait une fille. On commence à acheter des fringues, on voulait à la base, enfin, en vrai, on n'aime pas le rose, donc c'est un peu compliqué du coup enfin, genre, on voulait un peu des fringues un peu mixtes et cetera et en l'occurrence, quand on pense fringues mixtes, bah, souvent, c'est des fringues de mecs. Donc on commence à acheter plein de fringues de mecs et on se projette vraiment là-dedans. Alors moi, en l'occurrence, j'avais aucun souci que ce soit une fille ou un garçon et l'idée me plaisait bien. Pour le coup, d'avoir une petite, il y avait aucun Mmh. souci, enfin, genre et on nous annonce du coup à la deuxième écho que en fait, c'est un garçon. C'est-à-dire qu'on a demandé du coup là, elle nous a dit: «Je suis sûre à 100 nous, on voulait pas savoir pendant l'écho et on lui a demandé si elle pouvait écrire le prénom de l'enfant sur un bout de papier qu'on allait ouvrir après, c'est au moment où les terrasses venaient de réouvrir. Le jour, je crois que c'est même le jour où les terrasses venaient de réouvrir, on est appelés se faire un petit déj en terrasse après l'échographie. On a ouvert le papier à ce moment-là et là, on a lu: «Arthur, félicitations». Et là, du coup, j'étais trop content. Sauf que là, je vois Amélie se replier sur elle-même et avoir un coup de mou, dans le sens où elle s'était vraiment projetée, du coup, à ce que ce soit une petite. Sauf que là, du coup, c'est un mec. Et que c'est une question qu'on s'est posée aussi. Comment est-ce qu'on fait pour élever un mec, en fait, dans notre société, pour que ce soit un mec bien et que ce soit pas un violeur? C'est une question, et je pense que c'est une question qu'on va se poser continuellement et qu'on va continuer à se poser Vous vous continuellement. dites ça tout de suite? C'est une question qu'on se posait déjà avant. Mais du coup, c'est une question qui revient, du fait qu'on se soit projeté et que là, du Ouais. coup, bah, on part pas sur ce vers quoi on s'était projeté. Et là, on se dit: «Putain, on a acheté quand même plein de trucs de mecs, merde». On va en faire déjà un petit mec, quoi. Voilà. Bon, en l'occurrence, du coup, bah, il a des fringues mixtes, mais effectivement, il a des fringues qui sont pas forcément, plus axées, côté, féminin que masculin. Enfin, en vrai, c'est un peu compliqué, mais bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, on avait quand même quelques fringues vraiment, typées filles, je lui mets et je prends des photos et je me dis: «Ça fera un album photo si jamais, en fait, c'est quand même une fille». Parce que ça, c'est un truc que je regrette, c'est moi, dans ma vie, en fait, c'est de pas avoir de photos de moi bébé, enfant, où je me reconnais et du coup, je me dis: «Si je peux faciliter la vie de cet enfant, cet ado, cette jeune adulte, cet adulte, si c'est une fille et lui faire un petit truc, un album souvenir de, ben, en fait, ça a toujours été comme ça et voilà un album de toi, en fait, en tant que fille, en tant que femme», c'est cadeau, en fait et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir. Et pour moi, le pire, ça a été le troisième trimestre, parce qu'on m'a beaucoup mis la pression sur le poids, du coup, forcément. Et en gros, pendant l'été, donc le début du troisième trimestre, j'avais plus aucune énergie, donc j'étais amorphe.
c'était même pas que j'étais sédentaire, c'est que j'avais j'avais T'étais pétrifiée. ouais, j'avais fonctionné avec mon canapé, quoi. Et j'avais envie de bouffer des pâtes tout le temps. C'est-à-dire, j'avais Ouais. jamais envie de légumes, bizarrement, je sais pas pourquoi. Et où du coup, je stressais parce que je savais que j'étais en train de prendre plus de poids que ce que mon médecin m'avait conseillé. Et donc ça, je sais que ça a été assez compliqué. Et sur la fin de la grossesse, le plus dur pour moi, ça a été le dernier mois. Je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que j'accoucherais à 8 mois de grossesse. J'avais décidé que le dernier mois, c'était du bonus et donc que moi, je le ferais pas. Voilà. Donc chaque jour était un supplice en fait, parce que je me souviens, on est allé voir le dernier James Bond et on se disait, imagine j'accouche au cinéma, ou imagine j'accouche en rentrant, ou imagine c'est le tout dernier ciné qu'on fait parce que ce soir on parle que dalle. Le lendemain matin, j'étais dans mon lit, il se passait toujours rien. Enfin, c'était franchement insupportable. T'avais hâte que ça se termine, quoi. Ouais. Et Ça, puis, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, quand même. mais c'était même pas physiquement, parce qu'à la limite, enfin, Nathan est extrêmement investi. Et il était vraiment là. Enfin, ça allait. Franchement, tout ce que j'arrivais pas à faire toute seule, il le faisait avec moi. Et du coup, je me sentais encore extrêmement autonome grâce à lui, en fait. Mais c'était vraiment le côté, si je veux partir en week-end, je prends le risque d'accoucher là-bas, alors que je veux pas accoucher là-bas, je veux accoucher ici. Et du coup, il y avait cette espèce d'attente et où en même temps, il se passait rien. Et c'était insupportable. Mais au bout d'un moment, j'étais là, tu sais quoi, on fait des valises, on s'en va 3 jours, on part en Bourgogne dans ma famille, on s'en va, et puis voilà, et puis ça va être super. Et au dernier moment, on était là, non mais imagine, on accouche là-bas, non c'est l'enfer, on peut pas faire ça. Du coup, on annulait tout. Enfin, ça vraiment, j'ai détesté. Donc j'ai commencé à me dire, très bien, pars du principe que tu vas accoucher une semaine après le terme, parce que sinon tu te fais du mal. Et quand je suis allée à la maternité pour mon rendez-vous de terme, on se disait, ah c'est con, on aurait dû prendre nos affaires de piscine, parce qu'il y a la piscine juste à côté. Ah, on a oublié de faire les courses, bah, c'est pas grave, on les fera en rentrant. Bah, sauf qu'en fait, on a fait le rendez-vous de terme et qu'ensuite, ils m'ont plus jamais laissé partir, quoi. Donc, Et là, j'attends plusieurs minutes, si ce n'est si ce n'est heures. Je pense qu'il y a eu 2 heures où j'ai attendu sur le parking de la maternité parce que le conjoint n'a pas le droit de rentrer pour ce rendez-vous du terme. Chose très surprenante, je trouve. Quand on a accès à la totalité du suivi, sauf ça, je trouve ça un peu enfin, je trouve ça pas. Enfin, c'est pas un moment facile, je trouve, pour la personne qui porte, de se dire qu'elle était toute seule. Et en plus, Amélie fait du vaginisme, donc en fait, elle a eu aucun toucher vaginaux durant toute la grossesse. Et là, on savait qu'au rendez-vous du terme, elle allait en avoir un. D'accord. Elle a réussi à l'esquiver. Elle est trop forte. Et Amélie m'annonce, n'aie pas peur, mais on rentre pas à la maison. Ah, n'aie pas peur. Donc tu as peur. Voilà, donc forcément j'ai peur. Forcément, je flippe. Et je lui demande, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, je sais pas trop, apparemment, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Du coup, il faut que je reste et on va déclencher. Du coup. ça s'est fini par une césarienne. Donc, ce que je vais dire peut choquer. Et en fait, si c'était n'importe qui d'autre qui le disait, ça me choquerait. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai l'impression de ne pas avoir accouché. Quand c'est les femmes qui le disent, ça va. Mais quand c'est d'autres gens qui leur disent, ouais, mais t'as pas vraiment accouché parce que t'as eu une césarienne, c'est hyper violent. Ah oui, C'est bah, pas parce que évidemment. moi, je me Non, mais permets de tout le à dire fait. et que d'autres femmes qui ont eu des césariennes se permettent de le dire, que tout le monde a le droit de le dire. Mais moi, Tout j'ai à fait. vraiment vécu comme ça parce qu'au-delà même de la césarienne, je n'ai jamais senti les contractions. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à me déclencher, ils ont tout essayé, ça a été un échec cuisant. S'il y a eu un moment où je me suis réveillée dans la nuit après plus de 24 heures de tentative de déclenchement, où je suis allée les voir en disant c'est bon, je sens quelque chose. J'avais commencé à noter qu'en effet, j'avais une contraction toutes les 5 minutes qui durait 30 secondes. J'étais en mode c'est bon, ça commence. Et elles m'ont dit oui, mais enfin, madame, vous marchez et vous parlez là, donc vous retournez vous coucher, puis on attend qu'il se passe vraiment quelque chose parce que là, il ne se passe rien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, j'ai commencé à avoir des contractions, sauf que quand on est arrivé en salle d'accouchement et que je leur ai dit, en fait, là, ça a commencé, donc est-ce qu'on peut ne pas faire la perte d'ocytocine le temps que ça se lance tout seul parce que c'est ce qui est en train de se passer? Ils m'ont dit non, ils m'ont mis la péridurale tout de suite. Donc du coup, bah, j'ai vraiment pas senti grand-chose. Et ensuite, j'ai dormi pendant les 12 heures qu'ont duré le déclenchement avec la perte d'ocytocine. Enfin, ils me réveillaient toutes les heures pour vérifier l'ouverture du col, mais je me rendormais instantanément. Enfin, on a dû faire 2 coups de fil en FaceTime avec des gens parce qu'on s'ennuyait, mais Moi, je suis un petit dormeur et en plus, je suis ultra relou. C'est-à-dire que s'il fait pas noir et si c'est pas silencieux, bah, ma nuit, elle est pourrie. Donc j'ai peu dormi. On va pas se mentir, j'ai très peu dormi à ce moment-là et du coup, j'étais crevée. Je commençais à fatiguer, en fait.
Et du coup, ça a été le surlendemain, donc le 11, déclenchement du coup cette fois à la perte d'ocytocine, où on y va quoi. Donc là ouais, ça elle a eu pause de péridurale, perte d'ocytocine. Là du coup, il y avait des contractions qu'elle ne OK, sentait pas, donc OK. voilà. Et pareil du coup, elle a dormi toute la journée. En vrai, ça, c'était trop mignon parce que quand ils nous ont annoncé que ça allait être une césarienne, on m'avait déjà prévenu au moment où on me faisait monter en chambre en me disant attention parce que là, vu que le travail se lance pas tout seul et qu'on va être obligé de déclencher, il y a un plus grand risque que ça se finisse en césarienne. Ma sœur est née par césarienne, mis à part qu'elle est chiante, elle va très bien, donc ça me faisait pas plus peur que ça. Enfin, je connais plein de gens qui ont eu des césariennes et qui s'en sont très bien sortis. Mais c'était trop drôle parce que quand ils nous ont dit ok c'est bon là on part à la césarienne, je sais pas combien de fois ils nous l'ont annoncé, mais ils ont dû nous l'annoncer 4-5 fois, des personnes différentes, qui à chaque fois prenaient des pincettes, en mode non, mais on comprend que vous soyez déçus. Et on était ah non, mais ça va, on n'est pas déçus en fait. Là, on veut y aller, c'est bon, on y va. Et du coup, d'un côté, j'étais là, c'est chouette parce que si ça avait été horrible pour moi, je sais que je l'aurais mieux vécu parce qu'ils ont fait comme ça. En l'occurrence, c'était pas horrible, je trouvais ça un peu lourd, mais je leur ai jamais dit parce que je veux qu'ils continuent à faire ça pour les autres, pour les autres mamans qui passent par là. Mais ouais, non, c'était marrant. Et Et toi, en tant que père, comment tu te sens à ce moment-là? moi, à ce moment-là, je suis contente d'être là pour Mmh. elle, si elle a besoin. Je suis terrifiée. Je suis D'accord. terrifiée de la perdre. Je suis Mmh. terrifiée de perdre Bibou, tout en sachant qu'on s'était déjà dit que s'il y avait un choix à faire, c'était elle qui passait en priorité. Un des anesthésistes qui était là était un gros con. Enfin, gros OK. con. OK, En c'est vrai, il dit. faisait des blagues pas drôles. Je saurais plus te dire quoi, mais je sais que sur le moment, ça m'a gonflé. Bon, Excuse-moi, mais il faisait des blagues, de manière générale ou ouais, spécifiquement non, sur vous? de manière générale. Ah, j'ai eu peur pour le coup. Non, non, des blagues un peu lourdes de manière générale. Et là, non, D'accord. non, j'ai pas envie de te parler en fait. Enfin, vraiment, moi, je viens de passer la journée juste à ne pas dormir, à regarder le cœur de mon bébé descendre et juste à attendre qu'il se passe un truc. Donc non, je suis vraiment pas en état d'avoir des blagues de beauf là maintenant tout de suite quoi. Déjà que c'est pas mon mood d'une manière générale, là encore moins maintenant. Sauf que lui nous dit: «Vous avez de la chance ce soir, la chirurgienne qui est de garde, on l'appelle Dieu dans le service». Et du coup, on s'est dit: «OK». On n'a pas trop posé de questions, mais why not? On prend l'info, il y a pas de problème. Et en l'occurrence, effectivement, l'opération a été hyper rapide et actuellement la cicatrice d'Amélie est juste parfaite. D'accord. Vraiment, elle a fait un boulot assez phénoménal. Donc on s'habille, j'ai le droit d'être dans la salle et j'ai le droit de couper le cordon. Donc déjà, sensation incroyable. Là, il commence à y avoir un stress en se disant: «C'est bon, là on y va en fait. Au moment où on descend, on y va, il va se passer un truc, je sais pas quoi». Il y a l'appréhension de: «Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Comment ça va se passer?» Enfin genre, très étrange comme sensation. On y va. On me fait attendre dans le couloir le temps qu'Amélie soit installée sur la table et là, je vois le temps qui passe et je me dis: «Il se passe un truc». Parce que j'attends longtemps. On me dit: «Vous en avez pour 5 minutes, après vous rentrez». Sauf que ça prend pas 5 minutes, ça prend bien 15 minutes, 15-20 minutes et 15-20 minutes quand tu es tout seul à attendre, qu'il y a pas de réseau, donc tu as pas de téléphone portable, que juste tu ta montre et tu es là: «Putain, c'est long». Là, je me dis: «Il se passe un truc». Et en fait, l'erreur que j'ai faite, par contre, c'est que je leur ai dit que les 2 fois où on avait essayé de m'anesthésier, ça n'avait pas été très efficace. Du coup, ils se sont dit, bah, c'est-à-dire qu'il faut mettre une plus grosse dose. Et donc, OK. ils m'ont mis une bonne dose, donc ça allait. Puis ensuite, je suis arrivée dans la salle d'opération et là, ils m'ont dit, ben, donc j'étais sur un brancard et ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez vous mettre sur la table? Je leur ai dit, c'est-à-dire me mettre sur la table. Vous glissez, quoi. J'étais là. C'est que là, je ne peux pas bouger. Je ne sens du tout. J'étais là, si, si, vous inquiétez pas, c'est qu'une impression. Et j'étais là, ben, donc j'essayais avec mes bras de me pousser, mais le reste du corps ne bougeait pas du tout. Et ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas. Ils me disaient, non, mais si, normalement, à ce stade de l'anesthésie, normalement, vous devriez. Et du coup, ils ont été obligés de me soulever pour me mettre sur la table. Et là, je suis partie. Là, j'ai été au bord de l'évanouissement de ce moment-là jusqu'à minuit, donc 3-4 heures après, quoi. Et alors, je me souviens d'une énorme douleur au poignet et j'arrêtais pas de leur dire: «J'ai hyper mal au poignet» et ils arrêtaient pas de regarder mon poignet en me disant: «Non, mais vraiment, il y a rien, il y a aucune raison qu'elle ait mal». Et sauf que j'arrivais pas à, enfin, j'arrivais pas à ne pas me concentrer sur cette douleur.
Je rentre dans la salle d'opération à un moment et là, je vois Amélie avec un truc sur le front pour, enfin genre une lingette imbibée d'eau sur le front. Je la vois pâle comme je l'ai jamais vue et je me dis: «Il s'est passé un truc» et là, on me dit: «Effectivement, elle a fait un malaise juste avant, en fait, de monter sur la table d'opération». Je me dis: «Super, ça part bien». Je la vois, du coup, les bras écartés avec des câbles dans les 2 bras qui pendaient de partout. Enfin bref, très bizarre. Enfin genre, j'étais pas bien à ce moment-là. Enfin ouais, j'étais vraiment, en mode, il se passe un truc pas cool pour elle et je sais enfin je sers à rien quoi, donc juste je vais être là, je vais poser ma main sur son épaule et voilà. Et ensuite, quand ils ont commencé à m'ouvrir, je me suis rendu compte que dans le reflet de la lampe au-dessus de moi, je voyais tout. Et donc j'étais pas bien et donc je me souviens plus exactement. Je me souviens l'avoir dit, mais je crois que c'est Nathan qui a fini par leur faire comprendre que vraiment ça allait pas. Enfin, je voyais un épisode de Grey's Anatomy, sauf que c'était moi la télé, quoi. Enfin, l'enfer. Donc finalement, ils ont mis le drap ou le papier, je sais plus, plus haut pour que je vois plus. Le champ opératoire. Ouais, c'est ça, le champ opératoire. Et là, on nous dit que, le petit avait en fait 4 tours de cordon autour du cou, donc il pouvait pas y aller. Le max, c'est 5 tours de cordon, je crois, de ce qu'on nous avait dit. Donc on n'était pas loin du max, et surtout, c'est que s'il y allait plus, en fait, bah, c'était un suicide, en fait, très clairement. Donc Mmh. heureusement qu'il n'y a pas été plus que ce qui avait été, parce il s'était engagé, en fait. Il commençait à être engagé, mais il pouvait pas y aller parce que le cordon le retenait. Et là, j'ai cette sensation très étrange. Enfin, ça a été très compliqué pour moi parce que du coup, je voyais Amélie qui était pas bien sur la table d'opération. Au moment où, ils ont sorti le petit, ils nous ont proposé du coup de baisser le champ opératoire, donc ils baissent le champ. Moi, du coup, je vois Amélie ouverte. Je vois, le petit être bleu à moitié sorti de son corps et du coup, j'étais pas bien. Enfin, ça fait quelque chose de voir, la personne qu'on aime ouverte sur une table d'opération, c'est pas très agréable comme sensation. Le petit était bleu et au moment où il sort, en fait, il pleure pas tout de suite. Et là, du coup, je pense que ça a duré quelques secondes, mais c'était quelques secondes où c'était extrêmement long. Et après, j'ai vu, du coup, la chirurgienne lui donner un grand coup dans le dos et là, il a commencé à pleurer. Donc là, déjà, il y a eu un espèce de: «OK, c'est bon, déjà, il respire». Je coupe le cordon. Alors, on s'attend pas à ce que ce soit aussi difficile. Enfin, genre, c'est un espèce de truc cartonné, et ben, je m'attendais à ce que ce soit visqueux et qu'en un coup de ciseau, ce soit fait, mais alors non. Déjà, j'avais l'appréhension d'aller trop loin parce que le bébé était vraiment pas loin quand même s'ils avaient mis, les clampes pour délimiter là où je pouvais couper. Heu, Bah, j'avais quand même le ciseau était super long, j'avais quand même peur de toucher le bébé, de faire n'importe quoi. Du coup, je m'y suis repris à 3 fois pour y arriver. Ce qui me vaut quelques blagues encore maintenant du coup, de la part des personnes qui sont au courant. Là, la partie où ils m'ont recousu, c'était très étrange parce qu'on ne sent rien, on sent pas, ça fait pas mal du tout, mais par contre, on sent qu'on est touché quand même. Je recommande pas, mais bon après, chacun son kiff. Les infirmières du coup l'emportent pour, bah, faire les premiers soins et cetera. Et là, je me retrouve dans cette situation où Amélie est encore sur la table. Elle est clairement dans un truc, où elle est quasiment inconsciente. Sa péridurale était trop forte. Donc elle était dans un espèce de OK. truc où elle était entre pas assez anesthésiée pour que ce soit une anesthésie générale et trop anesthésiée pour que ce soit juste une, locale. Donc elle était dans un entre-deux où elle était en train de faire un malaise et moi j'étais là en mode: «J'ai mon gamin qui vient de naître qui est là-bas, mais j'ai Amélie à qui je tiens énormément qui est sur la table d'opération et je suis en train d'être un connard qui est en train de lui déléguer la responsabilité de choisir vers qui je vais en fait et vers qui je reste». Et j'ai quand même fait ça et je m'en suis voulu et je m'en veux encore d'avoir fait ça, mais elle m'assure que c'est pas un problème. Mais c'est elle du coup qui m'a dit: «Tu vas avec notre fils, tu vas avec Arthur». Donc j'y suis allée. En l'occurrence, c'est la maternité où on était, c'est une maternité universitaire. Donc du coup, Mmh. on avait une équipe de 12 médecins, 12-13 médecins dans la salle d'opération à ce moment-là, entre les universitaires, les médecins, la chir, et cetera, les stagiaires, enfin bref, il y avait plein de monde et du coup, dès que quelqu'un revenait, je demandais: «Comment elle va?» parce que je la voyais pas revenir. Donc elle était en train d'être cousue, donc
c'était normal, c'était un peu long. Et à ce moment-là, j'ai fait le pot à pot, en fait, avec Arthur. Donc Mmh. ce qui est assez étonnant, c'était que, notre plan initial, c'était que je fasse le premier pot à pot avec Arthur. C'était dans notre projet de naissance. Sauf qu'on nous a dit: «Ça va pas être possible». On a fait des séances d'autonomie, en fait, pour la préparation à la naissance. Et là, on nous a dit: «Non, mais il va falloir revoir ça, enfin, très clairement, c'est la maternité où vous allez, ce sera toujours la mère qui sera prioritaire sur le pot à pot, donc du coup, non, ne le mettez pas dans votre projet de naissance». Donc on nous a recadré là-dessus. Du coup, on l'avait enlevé, mais notre plan initial, c'est vrai que ça, enfin, on aurait voulu ça. En l'occurrence, on l'a eu parce qu'Amélie a refusé de l'avoir en disant: «Non, mais enfin, genre, j'ai les bras écartés, j'ai des câbles partout, je le toucherai pas tant que je serai dans cet état, en fait». Et donc du coup, j'y suis allée et là, du coup, j'enlève ma blouse, j'enlève mon t-shirt. Donc là, forcément, les sages-femmes voient mes cicatrices et elles me Mmh. posent pas de questions et elles me disent: «Tenez monsieur». Et ça a été un moment assez magique parce que j'ai été reconnue comme père, en fait, à ce moment-là et qu'on m'a, enfin, genre, très clairement, hein, j'ai 2 larges cicatrices. La question se pose pas en vrai, Pour enfin, pour les personnes qui auraient pas compris, ce sont des cicatrices suite à une à une opération pour mammectomie. retirer, Ouais, voilà. c'est ça. Juste, Ouais, je là précise pour les personnes pas forcément habituées. Pas de souci. Donc ouais, la mammectomie, c'est une opération, enfin, c'est un retrait de la poitrine, en fait. Et il y a plusieurs techniques opératoires, et en l'occurrence, moi, j'ai une technique opératoire qui fait que j'ai 2 larges cicatrices au niveau du torse. Et du coup, quand j'ai enlevé le t-shirt, je me suis dit: «Là, c'est bon, les gens savent, en fait». Sauf qu'on m'a pas posé de questions, on m'a dit: «Tenez monsieur, j'ai eu le petit, je l'ai eu en pot à pot». Et là, ça a été, magique. Ça a été la connaissance avec ce petit bout, ça a été, j'ai commencé à lui raconter un peu qui j'étais, comment est-ce que, j'avais vécu, la grossesse parce qu'on a fait beaucoup de jeux. Amélie et moi, on a fait de l'autonomie, mais plus pour que moi, je puisse avoir un lien avec lui dans le ventre qu'elle. Elle faisait pas de jeux forcément avec, mais moi, je sais que tous les soirs, je faisais des petits jeux avec lui et franchement, enfin, il réagissait en fait, à mon toucher, c'était assez dingue. Et du coup, je lui ai expliqué tout ça et on a passé 2 heures et demie en pot à pot tous les 2, comme ça. Sur la dernière demi-heure, tu en salle de réveil où je suis arrivée après Amélie et là, je la vois livide et je la touche et elle est froide. Et là, je me dis: «Elle va jamais s'en remettre» et je vais repartir avec Arthur tout seul. Donc là, je commence à rebaliser jusqu'à ce qu'elle se réveille. Petit à petit, parce qu'elle s'était endormie, jusqu'à ce qu'elle se réveille et que du coup, je sente que ça allait, enfin, j'ai senti que ça allait à ce moment-là, en fait, que ça allait aller. Elle a eu du mal à s'en remettre parce que, il y a eu de la frustration de pas pouvoir rebouger tout de suite, enfin voilà. Et après, on est remonté en chambre et tout s'est bien passé, en fait. Et par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est que je me suis réveillée en salle de réveil et j'ai vu mon bébé, en pot à pot avec son papa et je me souviens avoir été extrêmement en colère et je suis restée en colère pendant quasiment 1 heure parce que je n'arrivais pas à bouger mes pieds. Ça m'a rendue dingue, mais dingue! Mais je refusais de prendre Arthur, j'étais en mode: «Je peux pas parce que je ne peux pas bouger mes jambes». Alors que tu étais, assise à coucher, quoi? Ouais, j'étais assise, enfin, j'avais mon lit qui était un peu redressé, mais j'étais vraiment encore dans les vapes et vraiment cette sensation de lourdeur dans les jambes que j'avais depuis 10 heures le matin, il était minuit, la sensation de ne pas pouvoir bouger mes jambes comme je voulais, mais ça m'a mis dans un état, j'étais hyper agacée et c'est qu'une fois que c'est passé, que j'ai accepté de prendre Arthur, dont j'étais déjà dingue, rien que de le voir sur son père, enfin, parce que moi, c'était un truc qui me stressait beaucoup et je pense que c'est lié au fait, comme je te disais au début, qu'on s'est beaucoup projeté dans une maternité lesbienne. C'est que les lesbiennes se posent beaucoup la question de comment on fait pour que la mère qui ne porte pas crée un lien avec son enfant. Avec Nathan, là récemment, on était à Lyon parce qu'il y avait le Family Pride Festival, le premier en France, qui était organisé à Lyon par le collectif Famille, euh, qu'on a décidé de rejoindre parce que c'est un collectif vraiment chouette qui se bat pour la visibilité des familles queer, tout ça. Et du coup, au festival, il y avait justement, c'était un public essentiellement lesbien parce que c'est des lesbiennes qui sont à la tête du truc et qui se basent sur leur vécu. Donc, elles parlent beaucoup du vécu lesbien. C'est pour ça qu'on y va en mode coucou. Nous aussi, on a des vécus à, à partager. Et donc, on s'était vachement projeté exactement comme pour ce festival où elles avaient fait une table ronde en mode le rôle de la mère qui ne porte pas. Et sauf que même si moi je suis avec un homme, parce que Nathan est un homme, vu qu'on s'est beaucoup projeté là-dedans,
on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour qu'il crée un lien. C'est pour ça qu'on avait besoin de ton bouquin, mais que tu avais décidé de le sortir après la naissance d'Arthur, donc on a dû faire sans. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup... je voulais qu'on fasse de l'autonomie, mais pas tant pour moi créer un lien avec le bébé, puisque moi, j'avais pas peur de pas créer le lien, mais parce que je voulais que Nathan puisse avoir un lien privilégié et tout. Et j'avoue qu'à ce moment-là, quand je les ai vus en peau à peau dans la salle de réveil et qu'ils le tenaient un peu penché en arrière pour pouvoir voir son visage, quoi, leurs yeux se sont croisés et leurs regards se sont bloqués l'un sur l'autre, mais ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré, franchement, mais c'était hyper intense, quoi. Et juste de voir ça, j'étais en mode, ok, c'est bon, enfin, en fait, on se prend la tête pour rien. Mais pas parce que, je pense pas que les lesbiennes ont raison de se prendre la tête et que nous, non, parce que Nathan est un homme, mais juste, je pense que les lesbiennes ont raison de se poser les questions, je pense que les pères cis devraient plus se la poser, surtout. Mais du coup, une fois que ce stress-là était passé pour moi, j'ai pu vraiment me profiter de ce boubou-là, jusqu'au post-op, où là, j'étais réveillée, où ça allait, et où je me sentais encore diminuée. Parce que césarienne, donc qui dit césarienne dit tu peux pas te lever de ton lit toute seule, dit que aller aux toilettes, c'est compliqué, parce que te relever des toilettes, c'est un enfer. En une semaine, j'ai dû changer une couche de mon fils, j'ai pas pu donner le bain, j'ai même pas pu faire la tétée de bienvenue à cause de la césarienne, et je sais pas, l'allaitement s'est pas mis en place. Enfin, je me suis encore sentie vachement diminuée, alors que pour moi, c'était j'accouche et après, je suis à nouveau moi. C'est bon, j'ai prêté mon corps, maintenant je le récupère. Et en fait, pas de... Surprise. Ouais, insupportable. Mais même quand ils m'emmenaient en césarienne, je leur ai posé la question en disant, moi, je me suis préparée à un postpartum d'accouchement par voie basse, parce que c'était ce qui était prévu. À quoi je dois me préparer là? Dans quoi je me projette? Comment ça va se passer? Et ils m'ont dit, oh non, mais c'est sensiblement la même chose. What? Pas du tout! On m'a menti! On m'a menti! C'est dégueulasse! C'était pas du tout la même chose, c'était insupportable. Et quand je leur faisais remarquer que ça allait pas, le pire, c'en est une qui m'a dit, ah, mais faut être patiente, hein, vous savez, quand on est maman, faut être patiente. Alors déjà, je suis pas très patiente de base, mais à ce moment-là, c'était pas du tout un problème de patience. C'était juste personne ne m'aidait, en fait. Et donc je lui ai dit, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous ne prenez pas en compte ce que je suis en train de vous dire, vous me sortez un discours tout fait, je sais pas d'où il vous vient ce discours, mais là, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et j'ai finalement eu droit à un petit rendez-vous avec une kiné qui m'a fait vachement de bien parce que juste, elle m'a donné des réponses à comment est-ce que je fais une fois que je suis chez moi et que j'ai plus un lit médicalisé pour m'aider à me lever, quoi. Tout le monde a été aux petits soins et on en a une particulièrement qui nous a sauvé, je pense, notre séjour. Et encore, sauver notre séjour, on est vraiment, on est chanceux parce qu'on a un petit qui n'a pas pleuré du tout. Quand dans toutes les autres chambres à côté, ça hurlait jour et nuit. Nous, en vrai, il a fait sa nuit de Java qui était un peu compliquée pour nous et encore, il fallait juste qu'on s'habitue à se réveiller toutes les 2 heures. Mais le reste, ça s'est passé, mais c'est-à-dire que Arthur, on le posait dans son berceau, il dormait, il pleurait, on le nourrissait ou on le changeait et c'était fini en fait, on l'entendait plus. Et limite, des fois, il gazouillait. Enfin, en vrai, on a eu un séjour de rêve à la maternité. Il y a eu donc la 2e nuit qui a été compliquée et la 3e aussi. Et la 3e, on savait pas trop ce qui se passait, forcément. On découvrait ce petit être qui venait de naître, qui avait ses propres émotions, qui a du coup il a vécu à sa manière son accouchement, il avait besoin de l'exprimer aussi, et on savait pas trop comment faire, comment réagir. Enfin, on est jeunes parents, en vrai, c'est notre premier enfant. On a eu beau avoir des enfants dans notre entourage, bah, on a maintenant cette responsabilité de s'occuper de lui et de répondre à ses besoins. Et là, on savait pas faire. Et du coup, en fait, on a essayé de l'apaiser, on a essayé de l'écouter et ça marchait pas trop et on a une auxiliaire de puériculture qui nous a dit: «Bah, OK, c'est pas grave, il a eu son bain ce matin, le premier bain ce matin. En vrai, tant pis, on va lui en donner un ce soir. On va voir si ça le calme». Et du coup, on a fait ça. Donc on pouvait faire le bain dans notre chambre, dans l'évier qu'on avait. Le seul problème, c'est qu'il y avait pas de bonde. Donc du coup, elle a parcouru tout le service pour nous trouver un système D pour qu'on puisse avoir une bonde, vraiment en mode, système D, hein. C'est-à-dire que c'était un bout de plastique avec un truc en plus pour, vraiment faire appui. On a réussi à donner le bain quand même. Ça a fait du bien au petit, on l'a emmailloté et il a passé sa nuit tranquille, 8 heures, pépouze, à dormir, en fait. Et du coup, elle nous a sauvés, vraiment, elle nous a sauvé notre séjour. Alors, je sais pas comment Nathan l'a vécu, mais moi, ce qui a fait que ça allait, c'est qu'on a tout de suite eu du monde à la maison. Alors, je sais qu'il y a un peu un débat là-dessus. Il y a des gens qui étaient ravis de pas avoir de visite à la maternité avec le Covid. Moi, ça m'a énormément manqué que mes proches puissent pas venir nous voir.
Et du coup, les parents de Nathan sont venus nous chercher à la maternité. Quand on est arrivé à la maison, on avait un repas de prêt. Ils ont fait la vaisselle. Ils ont vraiment, on a été hyper bien traités. Le soir même, il y avait ma sœur qui arrivait, qui restait à la maison. Le lendemain, mes parents de Paris qui venaient nous rendre visite pour la journée. Et le soir, ma mère qui arrivait et qui s'installait avec nous pendant 4 jours. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu ça, Nathan aurait fait un burn-out dans les 4 premiers jours de vie de notre fils. Parce que, en vrai, je pouvais rien faire, mais sauf que le simple fait de savoir que tout reposait pas sur lui et qu'il y avait d'autres gens qui aidaient et tout, bah, c'est fait que moi, je me suis reposée parce que je culpabilisais pas de pas faire parce qu'il y avait d'autres gens qui aidaient Nathan. Et que du coup, Nathan en avait quand même moins à faire, même si je sais que pour lui, ça a été. Il aurait eu envie qu'on ait un peu plus un cocon que à 3. Et je pense qu'on se posera la question si jamais on fait un deuxième enfant. Mais moi, vraiment, je l'ai très, très bien vécu. Mais là où on est un peu dingue, en fait, c'est qu'on a eu ça. Et ensuite, on partait en colo. Avec un bébé, du coup, de 13 jours. Parce qu'on a notre propre organisme de colo. Et qu'il était hors de question qu'on annule le séjour pour une raison aussi stupide qu'un accouchement. Voyons, mais dis donc, faut déconner. Et donc, du coup, Nathan est parti en colo. Moi, je suis rentrée avec ma mère chez ma mère pour pas être toute seule avec le petit. Et pareil, j'ai passé Enfin, c'était top. Enfin, en vrai, on me le donnait pour que je l'allaite. Il dormait sur moi. Et le reste, c'était pas mon problème. Donc ça, c'était hyper confortable. Sauf que assez vite, Nathan nous a quand même beaucoup manqué, même s'il est revenu quasiment tous les 2 jours pour nous voir ou que nous, on y est allés à différents moments. Et finalement, les 3 derniers jours de colo, on les a passés avec le petit en colo. Et franchement, c'était trop cool. C'était une colo super-héros. Il avait sa petite cape. C'était trop cool. Voilà, donc ça, c'est pour les premiers moments, quoi. Et on a de la chance, hein. Arthur a fait ses nuits à 2 mois et demi. Il faisait 8 heures de sommeil par nuit. Et à 3 mois, il en faisait 12. Je pense que Amélie est une grosse dormeuse, vu qu'elle a dormi tout son accouchement. Je pense que les gènes jouent là-dedans. Avec le mariage pour tous, il y a eu beaucoup de visibilité sur les familles lesbiennes. Gays un peu aussi, même s'il y en a beaucoup moins, parce que l'adoption pour les couples gays, c'est une grosse blague. Et du coup, nous, on s'est beaucoup projeté dans une maternité lesbienne, et je trouve qu'il faut qu'on parle plus des vécus de transernité, c'est-à-dire que soit maternité, soit paternité, mais trans en fait, parce que nous, du coup, on s'est pas du tout projeté dans ça veut dire quoi avoir un papa trans en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant? Enfin, nous, on a de la chance que c'est dans un sens où on a pu profiter du privilège hétéro. C'est-à-dire que Nathan est allé à la mairie en disant coucou, ma compagne est enceinte. On lui a dit mais oui, bravo, félicitations monsieur. Et personne ne lui a posé la moindre question. Alors que si il avait eu un F sur ses papiers, il aurait dû adopter son propre enfant ou alors faire une déclaration avant toute tentative de PMA. Le truc, c'est que ce qui est en train de faire bouger les lignes là et qu'on est en train de dire, vous vous rendez bien compte que la loi du mariage pour tous c'est une grosse blague en termes de filiation et qu'on a créé une filiation annexe pour les lesbiennes, ça n'a aucun sens alors que le mariage est censé être le même. Enfin, c'est parce qu'il y a des gens qui se mettent en avant et qui prennent la visibilité en disant en fait on est là et regardez vos cases, en fait on va les faire exploser que vous le vouliez ou non parce qu'on est là en fait. Donc c'est hyper important en fait. Et donc c'est pour ça que nous on a décidé de rejoindre le collectif et qu'on essaye un peu tu vois, quand on peut par exemple de prendre ton micro pour parler de notre vécu à nous. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes trans qui pourraient vouloir des enfants, mais qui se sentent un peu restreintes dans leur choix parce que tout est à faire, en fait. On a l'impression, en tout cas, que tout est à faire, alors que quand on creuse un peu, il y a déjà plein de gens qui le font, et que juste, il faut qu'ils puissent le dire, quoi. Et toi, pour le coup, maintenant, dans ton rôle de père, comment tu te sens? Comment tu te projettes? Quels sont c'est quoi ta vision du père? J'en ai plusieurs, je pense. Dans le sens où pour moi, le père, il est présent. C'est un accompagnant, c'est un être aimant, c'est, j'ai pas envie de dire un modèle, parce que c'est pas forcément un modèle pour tout le monde, pour tous les enfants, mais c'est quelqu'un qui partage son expérience de vie. C'est quelqu'un qui va être là, en fait, qui va être là dans les difficultés, qui va être là dans les moments plus sympas, qui va être là pour aider, pour aimer, ouais, enfin, genre, qui va être là, en fait, genre pour les premières fois, qui va être présent. Moi, j'aimerais avoir ce rôle pas d'éducateur, mais j'aimerais que Arthur ait
Enfin, soit vraiment un garçon qui soit déconstruit, en fait. Avoir ce rôle de déconstruction sociale avec lui. Et je pense que ça, de toute façon, vu que notre couple est queer, il commence déjà à l'avoir, en fait, cette éducation déconstruite. On s'est vachement posé la question de comment est-ce qu'on fait si on se rend compte que nous, on genre notre fils au masculin parce que c'est plus simple, quoi. Mais comment est-ce qu'on fait pour lui donner l'éducation la moins genrée possible? Et ça, c'est un truc, moi, qui me faisait hyper peur, parce que j'avais plutôt envie d'avoir une fille, pour être honnête. Déjà, parce que je suis misandre. Donc, je me suis dit, je l'aimerais plus si c'est pas le cas, finalement. Je l'aime très, très fort, même si c'est un garçon. Mais quand on est enceinte, on se pose des questions. Vous noterez qu'on peut être misandre et passer à mon micro, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je me disais, je sais comment élever une fille pour lui montrer qu'elle ne doit pas être limitée par son genre, en fait. Pour lui montrer qu'une fille peut tout faire. Pour lui montrer qu'une fille peut, j'en sais rien, peut changer le monde, quoi. Et quand on nous a dit que c'était un garçon, j'étais là, mais comment je fais, du coup? Comment je fais pour que lui ne soit pas limité dans son vécu? Parce que je pense que la masculinité est aussi limitante que la féminité. Pas aussi, mais elle l'est aussi, elle l'est pas autant, mais elle l'est aussi. On refera un épisode si tu veux là-dessus. Mais ouais, comment je fais pour que lui ne soit pas limitant dans la vie des autres? Et ça, je trouve ça vachement plus dur. Finalement, l'idée, est-ce que c'est spécialement le déconstruire ou est-ce que c'est de lui donner une possibilité de construction différente? Parce qu'il est en train de se construire. Il est en train de se construire, effectivement, c'est ça. Mais c'est peut-être lui donner une construction différente. Mais un truc qui me marque, en fait, c'est je sais pas comment est-ce qu'on va gérer. Et ça, c'est un truc qui me fait peur pour le coup en tant que père, de comment est-ce que je vais gérer ça. Mais l'école aide pas là-dedans. On le voit avec notre filleule qui a 4 ans, qui à partir du moment où alors c'était un gamin qui adorait se déguiser en fée, qui adorait se déguiser en princesse, vraiment, zéro tabou, zéro sujet, enfin vraiment il a une éducation dégenrée au possible. Et à partir du moment où il est rentré à l'école, il a décrété que les robes c'était pour les filles et les pantalons c'était pour les garçons et ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui me fait terriblement peur. Que si Arthur, il adore se déguiser que si Arthur, il porte un t-shirt rose avec des baskets La Reine des Neiges 3, si on lui fait des réflexions à l'école et qu'ensuite il veut plus les porter parce qu'on lui a fait des réflexions, je vais me questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec, en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.